La prochaine intervention, elle est au moins aussi intéressante, celle qui va concerner la métallurgie. Ils sont en avance sur ces sujets aussi, sur les jumeaux numériques. Il a été évoqué également. On va parler drone, topographie, 3D également, l'IA Factory de chez Eramet. Il va en parler mieux que moi. C'est Jean-Loup Loyer, Group Chief Data and Analytics Officer de chez Eramet, que je vous demande d'accueillir sur scène, s'il vous plaît. Bienvenue. Merci. Bonjour, merci à Institute pour l'invitation et avoir l'opportunité de vous présenter aujourd'hui ce qu'on fait chez Eramet. Alors vous ne le savez peut-être pas encore, mais on est au milieu d'une transition historique dans l'énergie. On passe d'un système de l'ère des hydrocarbures avec le pétrole, le gaz, le charbon, à l'ère de l'électricité. Et pour mener à bien cette transition vers l'électricité, il faut des batteries. Et dans ces batteries, il y a des métaux tels que le lithium, le cobalt, le nickel, le manganèse, qui sont des métaux qu'Eramet produit. Donc Eramet souhaite vraiment être le leader dans ce domaine-là, dans cette transition énergétique. Donc, vous voyez les volumes qui doivent être produits. On va devoir, dans les décennies qui viennent, extraire plus de minerais que l'humanité n'a jamais extrait depuis son existence. Donc c'est vraiment considérable. Vous voyez les volumes. Et on souhaite faire ça de manière propre, en essayant d'avoir un impact environnemental le plus faible possible et en respectant nos engagements auprès des populations locales, en étant aux meilleurs standards mondiaux. Grâce au digital, au numérique, à la data et à l'IA, on peut vraiment accélérer cette transition énergétique. On donne des outils, des moyens, des méthodologies pour aller beaucoup plus vite, de manière beaucoup plus puissante. Donc voici quelques exemples de projets qu'on a menés, qui sont terminés sur la mine. On aura les mêmes sur les usines, mais je ne vais pas avoir le temps de les détailler. Vous voyez par exemple donc, des drones qui vont survoler nos mines à intervalles réguliers et qui vont collecter de la donnée pour faire des jumeaux numériques, donc en 3D, avoir la topographie de nos mines et pouvoir prendre des actions ensuite, ou du suivi environnemental, ou de l'inspection d'installations en hauteur par exemple. Des systèmes de suivi de la consommation de carburant. Donc on a des engins qui consomment énormément, des locomotives, des camions, des pelleteuses qui consomment beaucoup, donc on essaye d'optimiser ça au maximum. Des systèmes aussi d'anti-collision, d'anti-fatigue. Sur nos opérations, on travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toute l'année. Donc on a forcément des conducteurs de camions qui travaillent la nuit. Parfois, ils peuvent s'endormir. Donc on a des systèmes qui vont détecter les phases d'endormissement, les réveiller, les alerter ou leur dire de prendre une sieste de 30 minutes si vraiment c'est trop difficile pour eux. Donc tout ça pour éviter des accidents. Aussi des systèmes pour détecter la proximité avec des différents engins ou des véhicules légers pour éviter des accidents également. Système également d'optimisation de la flotte. Donc on a il faut voir nos mines, ce sont des mines à ciel ouvert, c'est comme des chantiers de BTP, on a des pelleteuses, des camions, et il faut régler cette chorégraphie au millimètre pour s'assurer qu'on n'ait pas une pelleteuse à attendre un camion et vice-versa. Donc on a des systèmes d'optimisation de flotte d'engins miniers pour réaliser ça. Des systèmes aussi d'expertise à distance, on a des mines qui sont souvent éloignées de centres de décision, donc on peut, grâce à des lunettes connectées, donner de l'information à des gens sur le terrain, depuis Paris par exemple. Et puis ensuite, modélisation du sous-sol. Il est important pour nous de savoir où se trouvent exactement, de manière très précise, certaines poches de minerais, savoir leur qualité pour ensuite être très sélectif dans leur extraction et pouvoir planifier au mieux les opérations. Donc on a des techniques d'IA qui complémentent la géostatistique traditionnelle pour mieux estimer la structure du sous-sol. Et puis ensuite, à droite, tout le suivi de nos opérations en temps réel, les centres intégrés d'opération. On récupère des données à chaque étape de la chaîne de production et on essaye d'optimiser l'ensemble au lieu d'avoir des optimisations pour chaque étape individuellement les uns des autres. Donc voilà pour la vision globale. Donc vraiment, le data IA, c'est un accélérateur de la transformation digitale et transformation du système énergétique. Quelques exemples maintenant pour rentrer un peu plus dans le détail, je vais en prendre deux. Le premier sur la partie drone, parce que ça permet vraiment de faire énormément de choses. Donc comme je le disais, on a des drones qui survolent nos mines à intervalles réguliers. Donc ça, c'est l'entreprise de l'air et la plateforme Alteia qui nous accompagne. Donc ça nous permet d'avoir en temps réel la situation sur la mine et d'archiver nos mines avec des jumeaux numériques. On a une visualisation en 3D. Grâce à ça,
Grâce à ça, on peut identifier les objets d'intérêt sur la mine, calculer automatiquement des stocks de minerais, voir des dévers sur des pistes pour éviter des accidents, s'assurer que l'écoulement des eaux se fait correctement. Donc beaucoup de sujets liés à la productivité ou aussi à la sécurité. Mais aussi des sujets liés à l'environnement, donc j'ai mentionné l'eau, mais également le suivi de l'environnement autour de la mine. Donc souvent nos mines, elles opèrent dans des zones, parfois avec des forêts ou dans des zones où il y a de la végétation. Donc on doit s'assurer de protéger les zones à biodiversité remarquables qui sont protégées, donc ne pas miner dans ces endroits-là, ou ensuite de réhabiliter ces zones si on a éventuellement dû défricher après les opérations minières. Donc un exemple au Sénégal, donc voilà, on est au nord de Dakar sur une mine qui produit ce qu'on appelle des sables minéralisés. Donc c'est du zircon et du titane. Et ce zircon et ce titane, ils sont mélangés à du sable normal. Donc on a une usine flottante en fait qui avance de 10 km par an sur une dune qui est 10 à 20 fois plus grande que la dune du Pilat, juste au bord de l'océan Atlantique. Et donc on défriche en avance et ensuite on réhabilite la mine à l'identique. Donc actuellement, avant ce projet-là, c'était fait manuellement. Donc, on a des équipes environnement qui allaient sur le terrain, qui allaient faire l'impact environnemental, qui ensuite allaient replanter ou qui allaient discuter avec les populations locales pour s'assurer que l'impact sur les populations aussi est maîtrisé. Donc, on a développé un produit data qui permet d'avoir une vue en temps réel des opérations en faisant voler des drones en avance et derrière la mine pour avoir une détection automatique d'objets d'intérêt tels que des bâtiments, des arbres, des puits, des champs. Et ça permet trois choses. La première chose, réduire des risques en sécurité, puisqu'on a des équipes qui vont sur place, sur le terrain, dans une zone désertique ou en 4x4. La deuxième, c'est améliorer la relation avec les populations locales. Le premier risque dans l'industrie minière, ce sont les relations avec les populations locales ou les gouvernements, devant le risque environnemental, la digitalisation, etc. Il est fondamental pour nous, qui avons une concession qui nous est attribuée par un gouvernement, d'être exemplaires sur tous les sujets de droits humains ou de respect des populations locales. Donc il faut à chaque fois que notre activité puisse avoir un impact sur l'environnement ou les populations, être capable de le comprendre, de le réduire et de compenser. Donc ça, c'est le deuxième objectif. Et le troisième, c'est se revégétaliser, puisqu'on a un impact sur le paysage lorsqu'on fait la mine. On s'assure que derrière, on réhabilite à l'identique. Voilà à quoi ça ressemble concrètement. Je ne sais pas si elle s'est lancée. Donc vous voyez, je vous disais, on est au nord de Dakar, ici, au Sénégal, près de la côte atlantique. Donc on voit qu'on a un tableau de bord ici, c'est une web app Azure en fait qui est basée aussi sur la technologie ArcGIS d'Esri. Donc on voit ici le chemin de la mine, là, les espèces de colimaçons. C'est le chemin que la mine prend depuis maintenant plusieurs années sur cette dune au nord de Dakar. Et on voit les zones en vert et en rouge qui doivent être réhabilitées. Donc on voit que la mine avance chaque année. Les zones vertes, ça veut dire qu'on a réhabilité correctement et que les KPI de revégétalisation ont été tenus. Celles qui sont en rouge, c'est celles qui sont encore en train d'évoluer. Vous voyez les principaux KPI de suivi de réhabilitation ou de suivi des arbres. Et là, on a fait des algorithmes de computer vision, de deep learning, pour identifier automatiquement des objets d'intérêt comme des arbres, ici. Et donc, on les compte avant la mine. Et on dit à tel endroit, on avait 100 arbres. Et une fois que la mine passe, on défriche et on replante à l'identique derrière. Donc on a des pépinières d'arbres sur nos mines qui permettent ensuite de replanter à l'identique. Et nos drones vont, grâce à cette technique de traitement d'image, automatiquement compter les arbres qu'on a replantés et voir si leur taux de survie est correct ou pas. Et ça sur toute la concession minière, donc des centaines de kilomètres carrés. Autre application, on détecte aussi d'autres objets d'intérêt en plus de la végétation autour de la mine. Donc comme je disais, des villages, des champs, des puits, pour s'assurer que soit on dévie le chemin de la mine pour éviter ces zones d'habitation, ou alors on compense les populations, on les relocalise dans de l'habitat plus salubre, ou dans des conditions correctes, telles que définies par nos accords avec les populations locales, les gouvernements et les standards internationaux. Donc vous voyez, grâce à ça aussi, grâce à ces algorithmes d'IA, on identifie automatiquement ces objets d'intérêt, et ça permet à nos équipes environnementales sur le terrain d'être beaucoup plus efficaces et de détecter automatiquement un certain nombre d'objets d'intérêt et derrière de mettre en place des actions pour réduire notre impact sur l'environnement et les populations locales. Donc des projets très intéressants et avec des gains très concrets. On a détecté grâce à ça plus de 200 bâtiments que les équipes qui faisaient ce travail manuellement en allant sur le terrain n'avaient pas pu identifier. Et puis on a réhabilité plus de 200 hectares par an. On va 12 fois plus vite grâce à ça. Et puis on a un ROI financier. Le projet s'est repayé en moins d'un an.
Autre exemple, cette fois-ci, on va en Norvège. Donc, on passe du désert sénégalais au fjord norvégien. Donc là, c'est une usine qui produit du silicomanganèse. Donc le silicomanganèse, c'est un alliage qui va entrer dans la composition de l'acier carbone qui fait en gros les armatures, le béton armé ou les infrastructures. Donc un process assez compliqué, très complexe. On récupère en temps réel, depuis des décennies maintenant, des centaines de variables qui mesurent en temps réel le fonctionnement de nos fours, donc des températures, des pressions, des débits d'eau. Et on récupère toutes ces informations-là pour en faire aussi un produit data, donner des informations de pilotage métallurgique à nos collègues norvégiens. Passer sur une vidéo. Qui a été développé en Norvège sur un site de Kvinesdal pour la production de silicomanganèse. On voit qu'on y a accès ici par une URL, on se connecte à ce site web et si on a les droits d'accès gérés par la DSI, tout est sécurisé par nos collègues de la DSI, les données sont montées automatiquement. Accès au tableau de bord. On voit ici les principaux KPI liés à la production, temps d'opération, charge électrique, production par jour, et si le process est bon ou mauvais, et ça au cours des 5 derniers jours. Donc ce tableau de bord, ici, cet onglet, est mis en salle de contrôle pour que les métallurgistes et les techniciens voient la situation en temps réel du four de manière très synthétique, et ça pour les 3 fours, 1, 2 et 3. On voit au passage que les données sont bien mises à jour et que la situation n'est pas forcément bonne sur l'ensemble des fours. Revenons sur le premier four, on voit qu'on a d'autres onglets sur la qualité qui donnent des informations sur la chimie. Et là où c'est le plus intéressant, où on a vraiment la partie data science et intelligence artificielle, c'est sur cet écran-là. On voit qu'en plus d'avoir des informations supplémentaires, sur le fonctionnement du four, composition du mix, on a sur toute cette partie-là qui donne des algorithmes, des prédictions de qualité de process grâce à des algorithmes de data science qui récupèrent en temps réel des centaines d'informations venant de capteurs mesurant des températures, des pressions, des débits d'eau et qui vont affecter à tout moment, chaque jour, un niveau de qualité, un type de processus, de procédé et lui affecter une note, bon, moyenne ou unassigned ici, si on n'a pas pu déterminer un type de cluster. Et là où c'est encore plus intéressant, c'est que le métallurgiste peut commenter et corriger les prédictions des algorithmes et dire telle et telle prédiction est correcte ou pas, et expliquer pourquoi, ici les causes racines et les actions. Ce qui permet petit à petit à l'algorithme d'être auto-apprenant. On voit ici que c'est quand même relativement suivi, que chaque métallurgiste donne des indications. On voit que ce jour-ci, par exemple, le métallurgiste n'était pas d'accord avec le cluster qui était fourni. Il explique pourquoi. Donc ça permet à l'algorithme d'être auto-apprenant. Et une autre fonctionnalité intéressante, c'est celle-ci qui permet de suivre la qualité de données et de voir si certaines sources de données sont correctes ou pas. Car on peut avoir les meilleurs algorithmes du monde, si les données qui rentrent en entrée ne sont pas correctes, on aura des recommandations de mauvaise qualité. Donc grâce à ça, on peut voir si les différentes sources de données sont correctes ou pas. Donc ça permet aussi de déterminer si les algorithmes sont corrects. Donc là, ici, on est vraiment dans de l'IA prescriptive, donc des choses qui apportent beaucoup de valeur. Donc un ROI financier très très important sur un projet comme celui-là, et on est en train de le déployer sur tous nos fours dans le groupe. Ça permet aussi d'améliorer les relations entre les équipes. Actuellement, avant ce projet, ils allaient mettre eux-mêmes leur KPI chaque jour sur un tableau blanc, ils mettaient 1 heure, voire plus, chaque manager à récupérer les données. Maintenant, tout ça est automatisé, fait en temps réel, et ça permet du coup un dialogue beaucoup plus fluide entre les équipes. On a aussi formé les métallurgistes à data science, donc ils peuvent analyser eux-mêmes les données, ils commencent eux-mêmes à maintenir les algorithmes. Donc on est rentré dans un cercle vertueux dans lequel les métiers s'approprient ça, ils sont force de proposition, ils travaillent sur la qualité de données également, et donc des ROI financiers et de l'agilité d'équipe globale qui est renforcée grâce à ce genre de produit. Donc voilà ce qu'on fait, 2 exemples dans des endroits très différents. Voilà comment on travaille aussi, comment on est organisé. Donc, nos responsabilités dans mon équipe, qu'on appelle la Data Foundry, c'est un clin d'œil au Data Factory à appliquer à notre secteur où on fait la fonderie de minerais. On définit la stratégie data du groupe, les feuilles de route de projet et leur réalisation également technique en lien avec nos collègues de la DSI, les formations, les recrutements et mettre en place toute la filière data au niveau du groupe Eramet, benchmark, gestion d'écosystèmes de partenaires, et puis définir des standards techniques et méthodologiques pour s'assurer que
que ce qu'on fait est pérenne et se diffuse dans l'entreprise. Donc on a un budget qui est assez conséquent pour un groupe comme Eramet, puisqu'on a 10% des CAPEX courants qui sont alloués à la transformation numérique du groupe. Et puis les ROI sont intéressants pour ces projets, puisque pour 1 euro investi, on a en gros 1 euro récurrent chaque année qui est créé. Donc des projets qui, mis bout à bout, font des gains quand même significatifs. Notre organisation, on a une équipe centralisée, la mienne, à Paris. Ensuite, on s'appuie sur des équipes locales, digitales et data pour relayer les initiatives et faire l'adoption concrète sur le terrain au Gabon, en Nouvelle-Calédonie, en Indonésie, bientôt en Argentine. Et puis un écosystème de partenaires ici que vous voyez, des éditeurs, des cabinets de conseil, des universités, voilà, des startups, un ensemble de partenaires avec lesquels on apprécie travailler. Notre équipe a beaucoup de compétences très très différentes. C'est grâce à ça aussi qu'on réussit ce genre de projet. Gestion de projet, data science, data analytics, data engineering, UX design, UI développement. Voilà, donc des compétences aussi sur le cloud, sur l'architecture côté IT. Donc au total, à peu près une vingtaine de personnes en interne, plus 10 ou 20 personnes externes selon la volumétrie de projet. Et puis des douzaines de personnes impliquées dans l'entreprise sur les projets côté métier. Et donc on suit une approche agile, centrée sur l'utilisateur, avec une approche test and learn, itérative, avec une très très forte proximité avec les métiers, et plus de 100 projets en portefeuille, dont une vingtaine en cours, et qui avancent constamment. Donc si ça vous intéresse, voilà ce qu'on fait, voilà comment on travaille. On a besoin des meilleurs partenaires pour mener à bien ces projets. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à venir me voir après cette présentation. Merci. Merci beaucoup. Jean-Loup Loyer, je vous en prie. Merci beaucoup.